Ils partent en excursion sur les traces d'un passé douloureux. Autrefois, leurs familles ont fui les nazis. Aujourd'hui, ils sont en quête d'identité et de réponse. En ouvrant la lettre, j'ai découvert que le vrai nom de mon père était Horwitz et non Cassier. J'avais 73 ans. C'est sacrément tard pour découvrir ce genre de choses. Leurs recherches ont révélé une chose, ils ne doivent leur survie qu'au courage d'un seul homme. Marc Cassier a 88 ans. Il a fait le déplacement depuis Toronto, au Canada, pour venir à Bordeaux avec sa femme Maria, ses 2 fils, sa fille et leur conjoint. Grâce à ce voyage dans les méandres de sa mémoire familiale, il veut tenter de recouvrer ce qu'il a depuis longtemps oublié. En effet, Marc n'a aucun souvenir des 5 premières années de sa vie. C'est ça le problème. C'est une des raisons pour lesquelles je fais ce voyage. Peut-être qu'en revoyant un détail, je me dirais « Tiens, ça me dit quelque chose ». Pour l'instant, tout est flou. Marc savait qu'il était né à Paris. Mais lorsqu'en 2008, il demande la copie de son acte de naissance, il reçoit une nouvelle qui va changer sa vie. J'ai reçu un courrier de la mairie de Paris avec mon acte de naissance. On n'a pas compris. Vous voyez le nom? Ils ont rayé Cassier et s'adressent à lui par son vrai nom. Alors âgé de 73 ans, Marc apprend qu'il ne s'appelle pas Cassier, mais Horwitz, que son père était juif et que lui, ses parents et ses grands-parents avaient dû fuir la France en 1940 après l'arrivée des troupes allemandes à Paris. J'étais sous le choc. Et je me suis demandé pourquoi il ne m'avait pas fait confiance et pourquoi il ne m'avait rien dit. Mais vous savez, une fois qu'on a perdu ses parents, on ne peut plus leur faire de reproches. Alors on fait avec. En plus, il est fils unique. Il n'avait aucun proche qui l'aurait pu questionner à ce sujet. En apprenant la nouvelle, Monique, Michel et Marc Junior, ses enfants, commencent à faire des recherches. Ils décident alors d'accompagner leur père durant ce voyage pour lui apporter leur soutien. Je n'avais jamais vu mon père aussi émotif. Cette excursion apportera certainement des réponses aux questions qui lui tiennent à cœur. Le lendemain matin, au départ de Bordeaux, les Cassier embarquent pour un voyage très personnel. Et ils ne sont pas les seuls. La plupart des participants ont connu un destin similaire. Les autres sont professeurs d'histoire, enseignants ou spécialistes de la Shoah. Ce voyage sur les traces de la liberté est organisé par une fondation américaine sous la direction d'Olivia Matisse. Au nom de la fondation Sousa Mendes, je vous souhaite à tous la bienvenue. Celui qui rassemble tous ces voyageurs, c'est cet homme, Aristides de Sousa Mendes. C'est à lui que nombre des personnes présentes et leurs aïeuls doivent la vie. Sousa Mendes était consul général du Portugal, en poste à Bordeaux de 1938 à 1940. Il y vivait avec sa femme et la plupart de ses 15 enfants. Avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, le rôle de son consulat devient décisif. Les Allemands, après avoir envahi le Luxembourg, les Pays-Bas et la Belgique, se dirigent désormais vers Paris. Des millions de civils en fuite, formant des convois de plusieurs kilomètres de long, prennent la direction du sud-ouest de la France et de Bordeaux. À l'époque, le Portugal est considéré comme l'un des derniers pays accueillant des réfugiés. Officiellement, le pays se disait neutre. Les réfugiés tentent donc de quitter la France et de traverser l'Espagne pour rejoindre le Portugal et échapper aux nazis.
Des dizaines de milliers de personnes se rassemblent à Bordeaux pour que Sousa Mendes leur délivre un visa de transit. Un acte qui s'avérera héroïque. Son arrière-petit-fils, Yann de Moncada, est présent. D'aussi loin qu'il se souvienne, il a toujours été marqué par l'héritage de son arrière-grand-père. C'est très émouvant et c'est un grand honneur pour moi d'être ici. Je n'ai jamais vraiment rencontré les descendants de ceux qui ont reçu ces visas. Toute ma vie, j'ai vu mon père et mes oncles parler d'Aristides de Sousa Mendes lors d'événements, dans les écoles. Ça fait partie de l'identité de notre famille. J'ai hâte d'en savoir plus sur vous et votre famille. Cela me permettra de mieux comprendre la mienne. Marc Cassier est lui aussi très ému. Il y a quelques années encore, il ignorait tout de cet homme à qui lui et sa famille doivent la vie. La visite de la grande synagogue de Bordeaux permet de mieux saisir le sort qu'auraient subi les familles sans l'aide de Sousa Mendes. Ce lieu de culte fut utilisé par les nazis comme antichambre de la déportation. Que ressent Marc en pénétrant dans cette synagogue, maintenant qu'il sait que son père était juif? Une amie juive a immédiatement voulu lui offrir ce pendentif. On prenait le petit déjeuner chez elle. Et quand on lui a raconté l'histoire de Marc et la découverte qu'on avait faite, elle s'est levée d'un bond pour aller dans sa chambre. Elle est revenue avec la chaîne de son mari qui venait de mourir et la lui a donnée. C'était un geste magnifique. Ça signifie longue vie. Je garde ma petite croix derrière. Marc Cassier n'est pas le seul à avoir découvert ses origines juives après la mort de ses parents. Au cours d'un exposé personnel, chacun de ses compagnons de voyage est invité à partager ses pensées et ses sentiments avec le reste du groupe. Mes parents étaient catholiques. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Jeannette Fischer, surnommée Cookie, veut aider les voyageurs à affronter leur passé douloureux. Pendant des années, elle a travaillé comme guide touristique, mais la logistique n'est pas le seul enjeu de ce voyage. Ce n'est pas une simple excursion touristique. C'est tout un processus en lien avec les émotions. Ces exposés personnels leur permettent d'exprimer ce qu'ils traversent au cours de ce voyage. Certains évoquent même ce qu'ils ont ressenti en découvrant la vérité. Pour Corinne Zimmermann, 72 ans, et son frère Marc, venir ici n'a pas été facile. Leur mère, Annette Fortgang, était âgée de 14 ans lorsqu'elle et sa famille ont fui l'occupation. Là, c'est notre mère, notre grand-père Abraham, Chaya, notre grand-mère et Hélène, notre tante. Leur fuite a duré 2 ans, de Berlin jusqu'à Bordeaux, en passant par la Pologne, la Hollande et la Belgique. Corinne et son frère ignoraient tout. Leur mère ne leur en avait jamais parlé. Comme ma mère était atteinte de la maladie d'Alzheimer, c'était moi qui gérais ses papiers et qui ouvrais son courrier. Et un jour, elle a reçu une invitation des Nations Unies pour participer à une cérémonie. Une cérémonie en l'honneur de Sousa Mendes. Je lui ai demandé de quoi il s'agissait et elle a répondu « C'est du passé, je ne veux pas en parler ». Ce n'est qu'après le décès de leur mère, dans la succession, qu'ils trouvent des indices de sa fuite. Le frère et la sœur doivent désormais chercher des réponses seuls. Personne n'en a jamais parlé. Personne. Aucun oncle ou tante.
Ils voulaient simplement oublier, laisser ça derrière eux. Quand je pense qu'ils n'ont jamais cessé de fuir pour sauver leur peau, et c'est la première fois qu'on y est réellement confronté. Un des lieux par lesquels leur mère a forcément transité est la place des Quinconces, à Bordeaux. Durant l'été 1940, des milliers de réfugiés installèrent leurs tentes sur l'immense place. Un camp de fortune où régnait la misère et la peur. Corinne et Marc peinent encore à imaginer. 10 membres de ma famille ont obtenu un visa. Mais 2 personnes, mon arrière-grand-mère et sa plus jeune fille, ont décidé qu'elles ne partiraient pas, qu'elles en avaient assez. Je présume qu'elles ont été arrêtées et emmenées à la synagogue. Ensuite, mon arrière-grand-mère a été déportée à Auschwitz, où elle a été tuée, et sa fille à Buchenwald, où elle a également été exécutée. À l'époque, le consulat général du Portugal se trouvait juste à côté du parc. Aristides de Sousa Mendes habitait et travaillait au 2e étage. Par la suite, le bâtiment a été transformé en appartement. Il n'est plus habité depuis un incendie qui a eu lieu en 2019. Yann de Moncada pénètre les lieux pour la première fois de sa vie. C'est très émouvant parce que c'est un lieu qui est chargé d'une énergie particulière. D'après ce que je sais, c'était dans les pièces qui donnaient sur la rue qu'étaient installés les bureaux du consulat. Moi, j'imagine cet endroit, cette vue-là, ça devait être rempli de réfugiés faisant la queue, s'accumulant devant l'entrée de l'immeuble. Ça devait être particulier. On ne peut qu'imaginer à quel point il fut difficile pour Aristides de Sousa Mendes de délivrer ses visas. Le Portugal était officiellement un pays neutre. Néanmoins, les consulats étaient tenus de refuser la délivrance de visas pour le Portugal aux étrangers à la citoyenneté indéfinie et aux juifs expulsés. Le 14 juin 1940, les troupes allemandes entrent dans Paris. La capitale est alors aux mains des nazis et la situation à Bordeaux ne fait qu'empirer. Aristides de Sousa Mendes fait face à un dilemme. Doit-il exécuter les ordres du gouvernement et envoyer ces gens vers une mort certaine? Ou résister? Il se retire dans sa chambre et se torture l'esprit avant de s'effondrer. Peut-être que ça a eu lieu par ici, où il a eu son nervous breakdown. Ou peut-être que ça a eu lieu un peu plus loin dans l'appartement. Il faut imaginer cet endroit rempli de réfugiés de toutes sortes, puisqu'il y a des récits témoignant qu'il y avait des personnes un peu partout et qu'il les avait accueillis ici, tant dans les bureaux du consulat que dans la partie qui était réservée à lui et sa famille. Finalement, Sousa Mendes choisit d'agir en âme et conscience, selon ses convictions chrétiennes. Moi, je me mets à sa place. Ça a dû... faut avoir du caractère pour aller chercher la confiance nécessaire pour entreprendre une telle démarche. Il a décidé à ce moment-là qu'il donnerait un visa, voilà, indépendamment de l'origine, nationalité, religion. Quiconque avait besoin d'un visa, il allait lui donner. L'occupation de Paris précipite les choses. Sousa Mendes se met à signer des visas à tour de bras jour et nuit. La mère de Corinne faisait elle aussi partie des gens qui attendaient avec sa famille au pied du consulat. J'imagine à quel point ils devaient avoir peur, tout en sachant que leur grand-mère et leur tante avaient abandonné. Mais ils ont continué à se battre.
avec courage, détermination. Je ne les laisserai pas m'embarquer. Je ne les laisserai pas me prendre ma vie, ma famille, mon courage. C'est grâce à Dieu et à Aristides de Sousa Mendes que je suis ici aujourd'hui. Le 20 juin 1940, les Ford Gang obtiennent leur visa, signé de la main du secrétaire de Sousa Mendes, José de Seabra. In extremis, car durant la nuit, la ville de Bordeaux est bombardée par les Allemands. Mais Sousa Mendes ne renonce pas. Comme il lui est impossible de poursuivre sa mission à Bordeaux, il prend ses tampons et se rend au bureau du vice-consul de Bayonne. Le groupe de voyageurs suit sa trace jusqu'à la frontière espagnole, à 250 km au sud. C'est dans le centre historique de Bayonne, aux 8 rue du Pilori, que se trouvait autrefois le vice-consulat. Pour Marc Cassier, Bayonne est une étape importante. Vraisemblablement, c'est ici que sa famille s'est vue délivrer un visa il y a 83 ans. À l'époque, l'accès au consulat qui se faisait par cet étroit couloir est complètement bloqué. Des milliers de réfugiés font la queue et s'entassent dans le petit escalier. Leur seule chance est d'obtenir un visa signé par Sousa Mendes. Marc Cassier a-t-il lui aussi attendu ici à l'âge de 5 ans? Il raconte son histoire à ses compagnons de voyage. En ouvrant la lettre, j'ai découvert que le vrai nom de mon père était Horwitz et non Cassier. J'avais 73 ans. C'est sacrément tard pour découvrir ce genre de choses. En quoi votre vie a-t-elle changé depuis? Comme ça, maintenant? Je vous dirai ça la semaine prochaine. Ses enfants y voient déjà plus clair. Ils imaginent leurs grands-parents ici, au consulat, et commencent à comprendre. C'est intéressant parce que j'ai passé beaucoup de temps avec mes grands-parents. Ils m'emmenaient souvent en voyage avec eux en Europe. Et tu ne savais rien? Non, rien. Je savais juste qu'on avait de la famille à Bruxelles. Alors j'y suis allée, je les ai rencontrés, mais sans savoir qui ils étaient. Et je suis désolée, mais il détestait les Allemands. Maintenant, je comprends mieux pourquoi il les haïssait. À l'époque, j'ai simplement pensé que c'était à cause de la guerre, rien d'autre. Mais aujourd'hui, la boucle est bouclée et tout s'éclaire. Moi, je n'ai pas parcouru l'Europe avec mon grand-père, mais j'ai quand même passé beaucoup de temps avec lui. Il avait certaines manies, parfois difficiles à expliquer, mais je les comprends mieux maintenant. Le lendemain matin, le bus poursuit sa route à travers l'Espagne, empruntant le même itinéraire que celui des réfugiés, en direction du Portugal. L'épuisement se lit sur les visages des voyageurs qui ont pour la plupart entre 60 et 70 ans. À la charge émotionnelle s'ajoute la fatigue physique. Dehors, la température dépasse les 36 degrés. On aurait fait ce voyage beaucoup plus tôt si on avait su. D'autant que Maria ne va pas très bien. Je m'inquiète pour sa santé. Je ne veux pas que cette excursion devienne une corvée pour elle. Jusqu'à présent, elle était très fatiguée. Et il nous reste encore 5 ou 6 jours de voyage. Oui, c'est fatigant. Physiquement et émotionnellement. Et à cause de la chaleur. Mais ça ne fait rien. Rien du tout. Corinne cherche des réponses. Elle photographie le passeport de son grand-père pour le traduire. Pièce après pièce, elle tente de reconstituer le puzzle de sa fuite. Quand on arrive dans certains endroits, il est clair qu'on est tous les deux très émus. Les larmes coulent. On sent un poids sur nos épaules. Et en même temps, ce poids s'allège peu à peu.
On pourra désormais raconter ces histoires au reste de notre famille. C'est essentiel qu'ils sachent d'où ils viennent. À l'approche de la frontière portugaise, le moral des passagers remonte sensiblement. Bienvenue au Portugal. Vilar Formoso était la porte d'entrée du Portugal. Ceux qui arrivaient ici en train étaient sauvés. L'ancienne gare, à la frontière entre l'Espagne et le Portugal, est restée telle qu'elle était à l'époque. Près de la gare se trouve aujourd'hui le musée Fronteira de Page. Les visiteurs y sont d'emblée confrontés à l'extrême cruauté du nazisme, l'enfer auquel les réfugiés échappèrent à l'époque. L'imaginer est une chose, le voir en est une autre. Comment l'humanité peut-elle être aussi cruelle? La directrice du musée a à cœur de mettre en lumière les actions de Sousa Mendes, qui a sauvé la vie de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Des noms, des numéros, répertoriés dans une liste. Parmi eux, des personnalités comme Otto de Habsbourg ou Salvador Dali. Il s'agit de la plus grande action de sauvetage menée par un seul individu pendant la Shoah. Le musée retrace l'histoire de chaque personne ayant reçu un visa. Les photos que les familles avaient envoyées leur sont remises. Chaque famille a reçu une photo à placer sur ce mur. Voici les familles telles qu'elles sont aujourd'hui. Voici le fruit des actes de Sousa Mendes et de notre survie. Corinne et sa cousine Ruth Aronson apposent elles aussi leur portrait de famille sur le mur. Dans la cour du musée, des pierres commémoratives honorent la mémoire des bénéficiaires de ces visas. Pour moi, ce lieu est comme un cimetière. C'est un monument à leur mémoire, pour qu'on puisse leur rendre hommage. Mais ils ont survécu, non? Oui, mais ils ne sont plus là aujourd'hui. Quelle belle famille. Tu en as connu certains? Je les ai tous connus. Merci. À la tristesse se mêle un profond sentiment de gratitude envers cet homme qui a sacrifié sa vie pour celle des réfugiés. Mais Sousa Mendes dut payer un lourd tribut pour son héroïsme. Il fut rappelé au Portugal et dut retourner vivre à Cabanas de Viriatu, son village natal, dans la maison familiale Casa do Passal. Un procès disciplinaire le déclare coupable. Il est privé de ses revenus et sa famille est mise au ban de la société. Il meurt en 1954 dans le dénuement le plus total. C'est ici que Silverio de Sousa Mendes, un autre arrière-petit-fils, sa femme Maria Teresa et ses deux filles se joignent au groupe de voyageurs. Aujourd'hui, Aristides de Sousa Mendes est célébré au Portugal comme un héros national, même si pendant longtemps, ce fut un nom difficile à porter pour sa famille. Ça a été très dur, parce que mon arrière-grand-père a désobéi aux consignes du gouvernement. Ses fils et ses petits-fils n'avaient pas le droit de dire qu'ils étaient ses descendants. Ni dans la rue, ni à l'école, par exemple. Ils ont beaucoup souffert. Antonio, le père de Yann de Moncada, se bat depuis des années pour faire reconnaître le nom de Sousa Mendes. Faire perdurer l'héritage de son grand-père est sa raison de vivre. Je suis vraiment heureux de vous voir. Vous êtes pour moi comme mes frères et sœurs, même si je ne connais pas vos noms et que vous ne connaissez pas le mien. Je m'appelle Antonio, mais peu importe. Tous ressentent le besoin de rendre hommage à Aristides de Sousa Mendes.
Ma famille a reçu une douzaine de visas. Heureux de vous rencontrer. Oui, moi aussi. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Antonio, Silverio et leur famille tentent par tous les moyens de préserver l'héritage de Sousa Mendes pour les générations futures. La Casa do Passal a d'ailleurs été transformée en musée. Le voyage touche à sa fin. C'est l'heure du bilan. Corinne échange avec sa cousine Ruth, dont la mère était également réfugiée. Ce voyage leur a-t-il permis de trouver des réponses? C'était incroyable. C'est grâce à Corinne que je suis venue. Au début du voyage, j'étais tendue, crispée et très émotive. Aujourd'hui, je me sens soulagée. Le poids sur ma poitrine s'est envolé. Ce n'est que le début pour moi. Maintenant, je vais me plonger corps et âme dans ces histoires pour en découvrir d'autres avec d'autres détails. Il est de notre responsabilité d'aider la prochaine génération à vraiment comprendre l'acte héroïque de Sousa Mendes et à se battre pour ce qui est juste. Marc Cassier doit encore atteindre l'étape la plus importante de son voyage, Figueira de Foz, une petite ville de la côte portugaise. Il y a vécu à l'âge de 5 ans, avec ses parents et ses grands-parents, la première année après leur fuite. C'est une période dont il se souvient à peine. Tout en bas. Il est écrit rue de Banhes, été 1940. C'est une photo de mon grand-père et de ma grand-mère. Il ressemble beaucoup à mon père. Je n'ai pas bien connu mon grand-père. Il est mort quand j'avais 5 ou 6 ans. Et je n'ai jamais rien fait pour lui. C'est plutôt triste. L'autre photo a été prise le jour de son enterrement. Dans une rue, qui sait? Peut-être qu'on la retrouvera. Mais d'abord, le groupe fait un détour par le cimetière. Grâce aux photos et aux informations recueillies, Maria Teresa a mis la main sur le certificat de décès du grand-père de Marc. Il y est écrit que Léon Horwitz est enterré ici, mais l'endroit exact de la tombe n'a pas été trouvé. Il était néanmoins important pour Marc de rendre un dernier hommage à son grand-père. Avec l'historienne de la ville, Ana Paola Cardozo, Silverio passe les photos en revue. Ils reconnaissent immédiatement la maison de Marc. On sait où c'est. On reconnaît les fenêtres. Je sais aussi où se trouve cette maison. Votre maison était là. Et celle-ci était... Au coin de la rue? Tout à fait. L'ensemble des voyageurs se met en route vers le quartier résidentiel de Figueira de Foz. 83 ans plus tard, l'ancien village de pêcheurs est aujourd'hui devenu un lieu touristique. Beaucoup de choses ont changé. Marc reconnaîtra-t-il les lieux? C'est celle-là. Celle-là? C'est la numéro 9? Oui, numéro 9, rue Maestro de Villasosa. Autrefois, c'était la rue Dos Banhos. C'est peut-être pas cette maison. Regardez la fenêtre. Vous ne croyez pas? Ah oui, la fenêtre. C'est la même maison. Ça ne fait aucun doute. C'est bouleversant et très émouvant. Je retiens mes larmes. L'autre maison est là-bas, celle de la photo. Celle de l'enterrement?
Oui, elle est juste à l'angle. On voit le coin de la rue, le bâtiment, les carreaux de faïence et les fenêtres, le balcon. C'est cette maison, c'est sûr. Ça signifie que mon grand-père vivait avec nous. Sinon, le cortège funèbre ne serait pas venu jusqu'ici. S'il n'était pas mort dans le coin, le cortège ne se serait pas arrêté ici. Ces deux maisons ont permis à Mark de prendre conscience qu'il a vécu sous le même toit que ses grands-parents pendant une année. Peut-être était-il finalement plus proche de son grand-père qu'il ne le pensait. C'est bien cette maison. Ne me demandez pas à quoi ressemble l'intérieur, je n'en sais rien. Tant pis si je ne me souviens pas. Au moins, je l'ai revu. Une fois sur les côtes portugaises, de nombreux réfugiés embarquent pour l'Amérique. La délivrance. Un sentiment partagé par le groupe de voyageurs. C'est alors le début d'une nouvelle vie, notamment pour Mark et sa famille. Pour moi, le plus important, c'est qu'il soit à mes côtés aujourd'hui. Il n'y a rien à ajouter. Sans Maurice, mon beau-père, je ne l'aurais pas connu. Et c'est un amour, la plupart du temps. Je suis vraiment heureuse que Sousa Mendes les ait aidés à poursuivre leur vie. Et qu'il ait eu le courage de le faire. Et que son père aussi ait eu le courage de le faire. Oui, Mendes, c'était un grand homme. Un homme juste. Oui, un homme juste. Juste, c'est le mot. Je lui suis extrêmement reconnaissante. OK, smile! Cheese, fromage! Des souvenirs et des émotions qui les habiteront à jamais. Ils raconteront l'histoire de Sousa Mendes, un homme qui sauva des milliers de vies, mais dont si peu de gens connaissent le nom jusqu'à ce jour.